L'affaire Laetitia Toureau, le premier crime du métro parisien. Dimanche 16 mai 1937, lorsque la rame du métro 8 arrive à la station Porte Dorée, un seul passager, une jeune femme, se trouve dans le wagon de première classe. Au moment où le train s'immobilise, elle s'écroule. Elle a un couteau planté dans le cou. Elle décédera quelques minutes plus tard. Qui a pu tuer cette femme, qui semblait avoir voyagé seule dans son wagon ? Le mystère va passionner les lecteurs de journaux de l'époque. D'autant que l'enquête mettra le doigt sur l'existence bien particulière de la victime. Loin d'être la jeune veuve rangée que son profil laissait entrevoir, elle entretenait des liens douteux avec des hommes politiques, des services de renseignement, des organisations criminelles. Dimanche 16 mai 1937. Il est 18h30. La ligne 8 du métro arrive à la station Porte Dorée, au sud-est de Paris. Donc la rame arrive, il n'y a pas grand monde en première classe. Il y a sur le quai une dizaine de personnes, dont des jeunes qui partent au bal ou je ne sais pas, une soirée. À bord, une jeune dame est seule dans un wagon, assise sur la banquette. Lorsque le métro s'arrête, elle s'écroule. Une flaque de sang se forme sous sa nuque. Les passagers présents sur le quai accourent dans la rame. Un policier est parmi eux. La victime respire encore, mais semble dans un état critique. Elle porte sur le cou la marque d'une grosse entaille, celle d'un couteau. Elle est par terre, le corps a basculé parce que quand ils ont vu la rame arriver, elle était assise. Et au moment où la rame a freiné, parce que ces wagons à l'époque ils étaient un peu bruyants, un peu sales, un peu odorants, mais aussi très brutal. Donc quand la rame a freiné, le corps a basculé, elle est tombée dans l'allée. Donc ils se sont dit, il y a un problème, elle a eu un malaise. Et là, au moment où ils vont pour la secourir, ils se penchent, ils voient qu'elle a un couteau de poche planté dans la nuque. Les témoins sont stupéfaits. Comment ce crime a-t-il pu être commis ? La jeune femme était seule dans son wagon. Comment expliquer, donc, qu'elle ait reçu ce coup durant le trajet ? Mais l'heure n'est pas encore aux explications. Il s'agit tout d'abord de sauver cette dame. Elle est transportée sur le quai, posée sur un banc. Le policier qui se charge de l'inspecter va commettre une erreur fatale. Il va retirer le couteau de la plaie. Ce faisant, l'hémorragie se propage de plus belle et la victime se vide de son sang. Malgré l'intervention des secours, elle décédera lors du trajet vers l'hôpital. Tant qu'elle était en place, tant que le couteau, c'est pour ça qu'elle était toujours vivante, parce que tant que le couteau était en place dans la plaie, il comprimait l'hémorragie. À partir du moment où on l'enlevait, l'hémorragie, ça le déclenche. Donc c'est une grosse bêtise de fait. En posant sa main sur l'arme du crime, le policier n'a pas seulement achevé la victime, il a également annihilé toute possibilité de prélever des empreintes digitales sur le manche du couteau. Cette erreur aura donc aussi une incidence sur l'enquête qui va suivre. Après l'arrivée des secours, les personnes présentes sur le quai sont dissipées par la police. En effet, on est convaincu à ce moment-là que le tueur ne peut se trouver parmi eux. On demande donc aux passagers de circuler. Rapidement, il convient de procéder aux constatations. Mais il y a une priorité. Le trafic doit repartir le plus vite possible. Ainsi, les premières constatations se feront dans une gare de stockage, plusieurs heures après la découverte du corps. Pendant longtemps, la principale préoccupation des transporteurs, c'était que le train puisse repartir, parce qu'on gêne tous les trains qui arrivent derrière, on crée des conséquences terribles sur la circulation, les circulations des trains, et donc il faut faire repartir le train le plus vite possible. Donc le temps juste d'enlever ce qui gêne en quelque sorte. Ça peut être un animal parfois, mais parfois c'est un humain. Et puis, donc il y avait cette priorité. Donc souvent, les constatations étaient décalées, elles se faisaient dans une gare plus loin, la gare suivante.
pour éviter que le train reste sur la voie et encombre pendant longtemps, parce que les constatations sur une scène de crime, ça peut prendre quand même quelques heures, voire même parfois un petit peu plus, en fonction des circonstances. La rame, obligé de la faire redémarrer quand même, parce que ça bloque, il est bloqué. Mais autrement, tous les métros s'arrêtaient à la Porte Dorée, ils ne pouvaient pas, ça ne servait à rien, dans l'autre sens, ils ne pouvaient plus repartir. Donc la rame, elle s'en va sur une voie de garage, il l'emmène sur une voie de garage, et après la PJ va se déplacer avec l'identité judiciaire pour faire toutes les constats dans le wagon, etc. Alors quand ils arrivent, il n'y a plus de corps. Le corps, il a été transporté à l'Institut médico-légal. Il n'y a plus le corps, il n'y a qu'une mare de sang par terre. Il y a du sang partout, il y a des empreintes dans tous les sens, sanguignolantes. Mais on ne sait pas si c'est les secouristes qui a touché à quoi. Et certainement d'ailleurs, ils retrouvent des dizaines d'empreintes. Et donc elles ne sont pas exploitables. Il n'y a pas d'empreintes exploitables. Rapidement, une autopsie a lieu. Elle écarte définitivement la thèse selon laquelle cette femme aurait pu s'infliger à elle-même la blessure. Le coup est porté par la droite, dans un angle qui interdirait à la victime de s'être suicidée. Par ailleurs, comment expliquer, dans le cas d'un suicide, qu'elle soit restée assise, les bras croisés ? On aurait dû la retrouver dans une position plus explicite, l'arme à la main. Seule explication possible, la jeune femme a été tuée entre la dernière station, Porte de Charenton, et la Porte Dorée. Mais ce qui constitue toujours un mystère, car elle était seule. Et donc, ils font l'enquête, le corps est parti à l'IML, il est autopsié le lendemain, le médecin légiste va constater que le coup a été porté avec violence et dans un emplacement du corps, c'est-à-dire la base de la carotide, au niveau de la clavicule. Il faut connaître parce que médicalement, c'est pas la règle, le médicament, il faut savoir que là c'est toujours mortel. Un coup de couteau à cet endroit-là, ça rentre, il n'y a rien, il n'y a pas de support osseux pour l'arrêter, et ça passe et ça tranche tout. Et là vous avez des vaisseaux très importants qui passent. Donc le médecin légiste, il tout de suite, il percute, il dit ça c'est quelqu'un qui a de bonnes connaissances en anatomie. Les policiers parisiens se plongent dans cette affaire. On retrouve des papiers d'identité dans la veste de la victime. Elle s'appelait Laetitia Toureau. Elle n'a pas encore tout à fait 30 ans. Elle travaille à Maxi, une manufacture qui commercialise des objets en étain. Laetitia Toureau est veuve depuis la mort de son mari, 3 ans plus tôt. À première vue, elle mène une vie rangée, cadrée par son travail et par une activité secondaire, un deuxième emploi bien moins prenant. Elle tient, de temps à autre, le vestiaire du bar dansant L'As de Cœur. Le médecin légiste livre également d'autres détails, jugés moins importants. La victime n'était pas naturellement rousse, mais brune. Elle avait teint ses cheveux en roux quelques jours avant le meurtre. De même, elle avait troqué ses habits sombres de veuve pour des tons plus clairs, s'habillant ce soir-là en vert. Ce dernier détail ne manque toutefois pas de troubler les enquêteurs. Pour quelle raison Laetitia aurait-elle abandonné sa parure de veuve ? D'autant que l'enquête prouvera qu'elle se savait menacée depuis quelques semaines, au point de consulter une voyante à ce sujet. Les enquêteurs tentent de reconstituer l'emploi du temps de Laetitia Toureau dans les heures qui ont précédé son décès. Le soir du dimanche 16 mai, la belle brune est partie danser à l'Ermitage, un bar de Maison-Alfort, accompagnée de son frère Henri. Elle a visiblement quitté le lieu à 18h. D'après une amie de la jeune femme, Laetitia avait un rendez-vous le soir même, avec un homme, confiera ce témoin. Laetitia s'engage dans le bus E1, à l'arrêt de la rue des Deux Moulins. Le conducteur du bus se souvient très bien de cette jolie femme d'une trentaine d'années, tout habillée de vert. Il l'a vue descendre à la station Porte de Charenton à 18h23. C'est tout juste 5 minutes avant que Laetitia soit retrouvée morte. Les enquêteurs interrogent ensuite le poinçonneur du métro Porte de Charenton.
À cette époque, en effet, il existe dans le métro un travailleur chargé de composter les tickets des voyageurs afin de les valider. Le poinçonneur aussi se souvient de Laetitia. Il a poinçonné son ticket avant que celle-ci n'entre dans la rame, dans le wagon du milieu, celui de première classe. À l'époque, les wagons du métro parisien sont en effet divisés entre première et deuxième classe. La rame qu'emprunte Laetitia comprend 4 wagons de seconde classe, vert, et 1 wagon de première classe, rouge. Le poinçonneur se souvient avoir vu Laetitia monter dans ce dernier. Et c'est bien dans ce wagon qu'elle est arrivée à Porte Dorée, station où elle s'est écroulée. On interroge également le contrôleur de quai. On appelle ainsi un homme chargé de surveiller les quais, situés sur une plateforme en hauteur. Il veille à ce que tout se déroule normalement en station. Le contrôleur de quai n'a rien remarqué d'anormal. Il y avait bien quelques autres voyageurs qui ont pris le métro à la station Porte de Charenton, mais il n'a rien vu de spécial dans leur comportement. L'enquête piétine dès le départ, donc, sur cette question. Comment le tueur a pu se trouver dans le même wagon que Laetitia? A-t-il sauté du train en marche? Possédait-il la clé qui permet d'ouvrir les portes entre les wagons? Un temps évoqué, cette dernière hypothèse est rapidement écartée. Des clés de ce type n'existent qu'en petit nombre. Elles sont répertoriées et elles sont toutes retrouvées. Ceux qui les possèdent ont un alibi en béton. Ils ne peuvent avoir été sur le lieu du crime à ce moment-là. Les policiers du 36, peu à peu, vont comprendre que le crime a été commis avant le départ du train de la gare de Porte de Charenton. Le tueur a probablement agi en moins d'1 minute. Et, entre-temps, il semblait s'être totalement volatilisé. Les constatations ne donnant rien de probant, on s'intéresse à la vie de la jeune femme. Laetitia Marie-Joséphine, dite Yolande, est la fille d'un cultivateur italien. Elle a émigré en France avec sa mère, qui s'est séparée d'un mari violent, et avec ses 3 frères et sœurs. En 1926, alors qu'elle n'est âgée que de 19 ans, elle trouve un emploi de manutentionnaire dans une entreprise commercialisant les objets en étain. Il s'agit des établissements Toureau, situés au 13 rue des Mûriers, dans le 20e arrondissement de Paris. Laetitia, modeste employée, ne tardera pas à devenir la maîtresse du fils de la maison, Jules Toureau. Le fils des dirigeants de l'entreprise est âgé de 36 ans, mais il est toujours célibataire. En 1928, Jules Toureau épouse Laetitia, contre l'avis de sa famille. Mais l'idylle ne sera que de courte durée. Jules Toureau décédera en 1934 d'un cancer du larynx, une maladie qui touche alors bon nombre de gens travaillant l'étain. Laetitia, désormais veuve, prendra dès lors l'habitude de se parer de noir, comme le veut la bienséance. On interroge ses proches. Aucun n'est en mesure de fournir la moindre piste. De Laetitia, on sait juste qu'elle partageait sa vie entre ses activités professionnelles, son poste de manutentionnaire et son emploi au vestiaire de l'As de Cœur, et son penchant pour les guinguettes de Borne-Marne, auxquelles elle s'adonnait pratiquement tous les dimanches. Une existence, somme toute, assez classique dans le Paris des années 30. Les enquêteurs s'affairent sur un dossier compliqué. Aucun témoin, pas de traces digitales, et une jeune femme qui semble avoir une vie rangée, sans ennemis. Mais ils vont vite découvrir que le portrait qu'ils dressent en premier lieu de Laetitia Toureau cache en réalité une personnalité trouble et une vie aux multiples facettes. Peu à peu, les policiers du 36 décortiquent le quotidien de la jeune veuve. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. En attendant, la presse se passionne pour l'affaire Toureau.
dont le crime fait régulièrement la une des grands quotidiens. Dès le lendemain, les journaux spéculent dans tous les sens sur les faits. L'opinion se passionne pour ce qui constitue le premier crime du métro parisien. Les circonstances du meurtre ajoutent bien sûr à l'événement. Le mystère de la mort de cette jeune veuve favorise les hypothèses les plus farfelues. L'affaire prend l'allure d'un roman criminel. Que peut-on imaginer du tueur? A-t-il sauté du train en marche? Était-il de mèche avec les agents du métro ou encore avec les policiers pour passer à ce point entre les mailles du filet? Les journaux contribuent bien sûr à la spéculation, d'autant qu'ils avancent souvent des hypothèses bancales, voire carrément très éloignées des faits. En fait, ils ont surfé sur l'événement. D'ailleurs, attention, c'est pas que à l'époque c'était beaucoup plus fin que ça. Je pense qu'on menaçait pas le journaliste. Tu écris ça, ou alors on lui soufflait des éléments qu'il allait s'empresser de prendre. Et le copain qui arrivait derrière, il le prenait, il l'amplifiait. C'était juste l'information, distillait de l'information pourrie. Voilà. Et ils sautaient dessus, quoi. C'était trop. On leur fait un petit montage quand même, que ce soit un peu crédible. Et les journalistes, en toute honnêteté, ils y allaient, jusqu'au moment où ils s'apercevaient qu'ils se sont fait rouler dans la farine. En attendant, l'enquête avance. La reconstitution des faits démontre que l'assassin se trouvait visiblement au dancing de Maison Alfort, en même temps que la victime. Il peut avoir guetté son départ et l'avoir suivi en automobile ou en moto jusqu'à la station de métro. La police va prendre cette piste très au sérieux. D'autant que le tueur a pu exécuter Laetitia en 30 secondes, donc durant le laps de temps au cours duquel la rame numéro 382 est restée à quai au terminus. Le crime accompli, le meurtrier pouvait même regagner, en voiture, le bal de l'Ermitage en moins de 7 minutes. Son absence avait donc peu de chances d'être remarquée. Les enquêteurs se penchent sur l'activité professionnelle de Laetitia. Convoquée par les policiers, son employeur ne tarit pas d'éloges à son égard. Il la décrit comme une employée modèle, ponctuelle et toujours d'humeur égale. Elle parlait peu avec ses collègues et semblait mener une vie rangée. Les policiers se rendent dans son domicile. Ils interrogent sa concierge, qui assure qu'aucun homme, à part son frère Henri, n'est jamais monté dans l'appartement de Laetitia. Mais ils vont découvrir, lors de la perquisition effectuée à son domicile, quelques correspondances qui peuvent être qualifiées d'intimes. Certaines sont quasi identiques à celles qui se trouvent dans le sac à main de la victime, et elles ont été rédigées par un certain René Schramm, un militaire en garnison au 149e régiment d'infanterie de Longwy, dans l'est de la France. Mais une autre lettre attire l'attention des policiers. Il s'agit visiblement d'un brouillon, écrit de la main même de la victime. Elle fixe un rendez-vous à un individu qu'elle nomme son petit marin, à 23h, le soir même de son agression, dans un bar du boulevard du Temple. C'était une très belle femme déjà, elle avait une trentaine d'années, elle était dans la force de l'âge, une jolie femme, apparemment qui aimait bien les plaisirs de la vie et l'amour, et elle a eu pas mal d'aventures. On lui connaissait pas mal d'aventures. C'est pour ça que l'amant soi-disant éconduit qui l'aurait tué, c'est plausible. Et là, elle avait notamment 2 militaires qu'elle avait rencontrés, et elle s'était attachée à eux, dont un qu'elle appelait le petit marin, parce que c'était un jeune matelot qui était à Saint-Mandrier, et non pas sur les bateaux, mais il était à l'armement à Saint-Mandrier. Il s'occupait de l'armement et des véhicules terrestres. Et donc c'était un mécanicien de la flotte, normalement, ce marin. Et on les a soupçonnés au départ, alors qu'ils n'avaient rien à faire. On a cru que la crime a enquêté dessus. Ils sont allés les voir, ils les ont convoqués. Ils ont été convoqués des orfèvres. Il y avait lui et il y avait un autre dans un régiment d'infanterie à Longwy, qui ne pouvaient pas être là parce qu'ils étaient de service tous les deux à la caserne. Donc ils ont été écartés. Mais bon, des amants comme ça, il a dû en avoir pas mal, mais ceux-là, c'était les plus connus.
Parce que c'est ressorti dans l'enquête, bien entendu, il n'y avait pas de problème. Hein. Ainsi, ces deux pistes ne mènent à rien. Mais les enquêteurs commencent à comprendre que le quotidien de Laetitia Thourot ne ressemble pas vraiment à celui de la jeune veuve rangée. Et une autre facette de sa vie va orienter leurs recherches sur des activités bien particulières. En 1936, Yolande Laetitia Norissa, veuve Thourot, fait la connaissance d'un détective, Georges Rouffignac. Ce dernier l'engage dans son agence de police privée, le cabinet de recherche Rouff. Ce dernier s'occupe essentiellement d'affaires courantes qui n'ont rien à voir avec des crimes. Des adultères, des fraudes au travail. Rien de bien passionnant pour le détective Rouffignac, certes, mais il faut bien survivre. Georges Rouffignac est bien sûr interrogé au sujet de Laetitia. Il confirme au commissaire Badin que Laetitia Thourot, née Norissa, a bien travaillé chez lui durant quelques mois. Elle a effectué une demi-douzaine de missions, des affaires d'adultère principalement, et quelques recherches de domicile. Le tout sur une période de 6 mois. Cela étant, aucune des affaires traitées par Yolande Laetitia n'est susceptible d'avoir motivé un tel crime. À moins qu'un mari ou une épouse traquée par Laetitia n'ait décidé de se faire justice. Rouffignac confie que c'est Laetitia elle-même qui est venue le trouver pour solliciter du travail. Comme il avait besoin de quelqu'un, il l'a prise. Sans formation particulière, Yolande se débrouillait déjà comme une vraie professionnelle, assure Georges Rouffignac. Il est certain qu'avant de travailler pour lui, elle avait déjà l'expérience des filatures. Il indique aussi aux policiers que Laetitia disparaissait parfois durant 2 ou 3 jours et n'était pas libre ni joignable durant cette période. Cette indication va coller avec certaines informations que les policiers ont recueillies au cours de l'enquête. En effet, dans les jours qui suivent la mort de Laetitia, de nombreuses lettres, souvent anonymes, parviennent au 36 quai des Orfèvres. Les journaux ayant largement relayé et surexploité le crime, les témoignages ne manquent pas d'affluer à la brigade criminelle. Certains d'entre eux, assez crédibles, indiquent que Laetitia aurait noué des liens avec des personnes peu recommandables lorsqu'elle travaillait au vestiaire du dancing. L'As de Cœur, situé rue des Vertus dans le quartier du Marais, est fréquenté par une faune un peu spéciale. Petits truands, bourgeois en mal d'encanaillement, et surtout, certains membres influents de l'organisation secrète de la Cagoule. Ce sobriquet de Cagoule est celui du CSAR, le Comité secret d'action révolutionnaire. Créé dans les années 30, ce mouvement d'idéologie fasciste est dirigé par un polytechnicien quelque peu agité, Eugène Deloncle. Les gens qui créent la Cagoule, c'est un groupuscule. En fait, c'est une section de l'Action française. C'est la section du bon 17e arrondissement qui se met à son compte, qui claque la porte, qui décide que Maurras c'est un mou, que l'Action française n'a pas fait ce qu'il fallait prendre le pouvoir. Bon. Alors Deloncle, ce n'est pas absolument n'importe qui, c'est un polytechnicien, c'est un des constructeurs du paquebot Normandie. C'est quelqu'un qui a des contacts dans l'industrie, dans les affaires, qui a une énorme surface sociale. Alors le point de départ, apparemment, la cagoule, c'est parce que le groupe niçois, les Chevaliers du Glaive, se réunissent dans des caves avec effectivement une cagoule sur la tête façon Ku Klux Klan, ce n'est pas sérieux. Et il y a un début de vraie cagoule dans la cagoule, c'est du folklore périphérique. Bon, toujours est-il que donc la cagoule hérite de ce nom, et hérite de ce nom comme étant un sobriquet destiné à les ridiculiser. N'empêche que leur idée, c'est de déclencher une guerre civile de la part de l'extrême gauche, du Parti communiste pour eux, d'obliger l'armée donc à intervenir, d'intervenir avec elle à titre civil, et de devenir effectivement le poisson pilote d'une réaction armée qui aurait pu donner quelque chose de type franquiste. En gros, leur plan, c'est ça. Ils ne pensent pas s'emparer du pouvoir directement,
mais ils veulent se donner les moyens d'intervenir dans une guerre civile qu'ils déclencheraient grâce à des provocations. Laetitia serait ainsi devenue la maîtresse de Gabriel Jeantet, le responsable de l'approvisionnement en armes de la cagoule. Ainsi, elle aurait trempé dans les affaires de cette organisation politique, parfois violente. On sait par exemple que les membres de la cagoule sont responsables de l'assassinat de Navachine, un homme politique russe devenu consultant auprès du gouvernement de Léon Blum. Mais les relations entre l'organisation et Laetitia vont rapidement se tendre. Car les policiers du 36 découvrent encore une face cachée de la vie de la jeune Italienne. À l'époque, il est très vraisemblable qu'elle travaille en collaboration avec des officiers du 2e bureau, le service chargé du renseignement militaire français. Repérés très rapidement par le service de sécurité, les hommes de la cagoule vont tendre un piège à Laetitia. En effet, ils la soupçonnent d'être une espionne au service de l'État français. Quelques mois avant le meurtre, Laetitia récolte une fausse information qu'elle s'empresse de transmettre à son contact. Une automobile des gens de la cagoule doit normalement passer des armes depuis la Suisse vers la France. Elle est interceptée dans le Doubs par la gendarmerie et les douanes. Mais, en fait de cargaison d'armes, le véhicule contient une caisse de vieux journaux. Laetitia est donc totalement grillée, non seulement par les membres de la cagoule, mais encore par les services de renseignement. Tous savent que son activité est désormais connue. Une confidence aurait été faite à un journaliste en 1970 par un ancien membre de la cagoule. Faisant l'objet d'un contrat de l'organisation, Laetitia aurait été exécutée par le tueur attitré Jean Filiol. C'est quelqu'un qui va commettre les différents crimes. C'est un assassin mystique, en plus, pour aggraver son cas, qui est un tueur au couteau, ce qui va nous rapprocher, effectivement, de l'affaire Laetitia Tourreau. La jeune veuve aurait-elle été l'objet d'un contrat des membres de la cagoule, qui voulaient se venger de sa trahison au profit des services secrets français? C'est bien la thèse qui sera reprise dans la plupart des journaux de l'époque. Partout, on titre en gros que l'organisation d'extrême droite est probablement à l'origine du crime. Les policiers du 36 vont aller de découverte en découverte dans la vie de Laetitia. Une autre piste va se faire jour. Par le biais de son activité à l'As de Cœur, Laetitia Tourreau sera soupçonnée d'être à l'origine du démantèlement d'un trafic de stupéfiants, de la vente de cocaïne dans les toilettes du Danzig. Bien que la police refusera toujours de le reconnaître, la belle Laetitia aurait été une indicatrice du service des stupes. Elle aurait ainsi été en liaison avec un inspecteur de la Sûreté Générale. La piste d'une exécution sommaire programmée par la pègre ne peut donc être totalement exclue. C'est d'ailleurs la thèse d'Annette Finlay Crosswhite, une universitaire américaine qui a consacré un ouvrage à ce sujet. Elle estime que le modus operandi du crime correspond parfaitement aux méthodes mafieuses. À mon avis, l'assassinat de Laetitia était vraiment un crime professionnel. C'était un couteau qui était mis ici et laissé là. Et ça, c'est un signe. D'habitude, c'est un assassinat des Italiennes. On tuait comme ça. En plus, vraiment, c'est un crime extraordinaire. On peut faire ça dans le métro si vite comme ça. Et depuis là, on ne peut pas comprendre comment c'était fait. Mari ou épouse démasquée, organisation politique, mafia. La vie de Laetitia est bien plus tumultueuse que ce qui paraissait au premier abord. De quoi donner du fil à retordre aux enquêteurs, qui découvrent une jeune veuve dont l'existence devient aussi mystérieuse que le crime ayant mis fin à ses jours. Les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres se sentent impuissants. Ils savent à peine où chercher le mobile, tant la vie de Laetitia paraît trouble, tant elle menait d'activités parallèles.
Et beaucoup de pistes exploitées ne mènent finalement à rien de concret. Alors qu'ils font chou blanc, ils laissent filer les indices pourtant capitaux des premiers temps d'une enquête. La scène de crime, piétinée par les premiers témoins et les premiers intervenants, rend la tâche des hommes du 36 particulièrement complexe. Malgré les très nombreuses lettres qu'ils reçoivent, les nombreuses pistes qui s'ouvrent à eux, ils se heurtent toujours à l'impossibilité de vérifier les faits. Et tout le monde sait que dans une enquête, ce sont les premières minutes, les constatations. Donc aujourd'hui, on le sait parce qu'on le fait de façon évidemment systématique et on sait faire ça. À cette époque-là, on n'a pas encore, bien que la brigade criminelle existe déjà à Paris depuis 1913, bien que quand ils ne sont pas les premiers intervenants, évidemment, les choses ne sont pas faites encore comme elles devraient l'être. La piste explorée en premier lieu par les policiers est celle de la Cagoule, l'organisation d'extrême droite. De nombreux témoignages attestent la présence régulière de Laetitia Tourreau à l'ambassade d'Italie. Elle y aurait assisté à de nombreuses réunions en compagnie d'hommes politiques italiens. En outre, elle aurait été chargée par le biais de ses origines valdôtaines et sa connaissance de la langue de Dante d'infiltrer les milieux fascistes italiens à Paris. À cet effet, Laetitia serait parvenue à tamponner un proche collaborateur du comte Ciano, ministre des Affaires étrangères du dictateur italien Benito Mussolini. La Cagoule, l'un des relais des fascistes en France, est donc dans le viseur. Pour la criminelle, beaucoup d'indices provenant de sources diverses sont orientés sur cette organisation. D'autant que cette dernière ne répugne pas à commettre des actes violents. Malheureusement, il s'avérera impossible pour les hommes de la criminelle d'établir un quelconque lien entre Laetitia Tourreau, le deuxième bureau et la Cagoule. Concernant les renseignements, le contre-espionnage français niera formellement toute collaboration avec la jeune femme. Chose logique, en matière de renseignement, la main droite ignore toujours ce que fait la gauche. Mais l'hypothèse de la Cagoule gêne les enquêteurs. D'une part par l'amateurisme démontré dans le crime, mais également parce que le Tsar n'hésite pas à revendiquer ces attentats. Or, aucune déclaration n'a été faite au sujet de Laetitia Tourreau. Et, si l'organisation voulait réellement la tuer, il aurait pu la faire disparaître discrètement, sans que personne ne s'aperçoive de rien. Le Tsar n'avait aucun intérêt à ce que ce crime soit vu publiquement et connu de tous, car Laetitia Tourreau était totalement inconnue du grand public. Elle traversait des rues où c'était très sombre, il pouvait très bien l'assassiner en toute tranquillité. Il n'y avait pas besoin d'aller l'assassiner dans un truc rocambolesque comme le métro, la suivre à la sortie, vous voyez, ça tient pas debout, quoi. Les recherches des hommes de la brigade criminelle se concentrent bien entendu sur Filiol, le tueur attitré de l'organisation. Jean Filiol est loin d'être une oie blanche, et il a le profit du tueur. Mais les preuves manquent cruellement. On sait que Filiol utilise volontiers l'arme blanche pour mener à bien ses contrats. La thèse de l'exécution par l'homme de main de la Cagoule est d'ailleurs celle que retient Christian Discipio, un journaliste qui a consacré un ouvrage à l'affaire Tourreau. Mais plusieurs choses vont à l'encontre de cette hypothèse. Premièrement, l'usage d'un couteau de poche ne ressemble pas à la manière de faire de Filiol. Habituellement, ce dernier utilise un poignard, fabriqué à partir d'une robuste baïonnette allemande Mauser, modèle 1898. Une arme autrement plus efficace qu'un laïol pour tuer. Par ailleurs, Filiol n'aurait probablement pas commis l'erreur de laisser l'arme sur le lieu du crime, offrant ainsi la possibilité à la police de retrouver sa trace. Enfin, comment expliquer que ce tueur expérimenté est attendu de se trouver dans un endroit aussi fréquenté que le métro, alors qu'il aurait pu exécuter Laetitia dans les rues sombres qui se trouvaient sur son trajet entre l'Ermitage et la porte de Charenton. Et tue toujours de la même manière, il utilise une baïonnette Mauser de la guerre de 14.
C'est-à-dire que c'est un truc qui fait quand même 500 grammes, c'est tout en acier, c'est vachement lourd. Pourquoi il prend ça? Parce que la lame ne risque pas de casser. Une lame de baïonnette, aussi courte, vous ne la cassez pas. Non. Vous pouvez taper tout que vous voulez dans le bonhomme, elle passe, elle traverse, il n'y a rien qui l'arrête, hein, vous traversez une porte. Qui plus est, si c'est un professionnel, il ne va pas s'amuser à laisser sa baïonnette dans la plaie. Parce que sur la baïonnette, même en admettant qu'il ait eu des gants, c'est des gens a priori très méfiants. Il a pu la manipuler sans gants, sa baïonnette, avant, sur un endroit qu'on ne va pas retrouver. Et c'est pour ça qu'un pro ne laissera jamais l'arme sur place, il l'emmène. Un tueur professionnel aurait-il vraiment laissé le couteau dans la plaie? Et pourquoi aurait-il choisi le métro plutôt qu'une rue déserte? Jean Filliol ne sera jamais entendu dans le cadre de cette affaire. En fuite dès le début de l'enquête, il ne reviendra en France qu'en 1941 pour se mettre au service de l'occupant nazi. Condamné à mort par contumace en 1945, il trouvera refuge en Espagne, auprès du général Franco, et ne sera jamais retrouvé. La thèse d'un crime mafieux est également étudiée. Là encore, les enquêteurs retombent sur les mêmes incohérences. Lieu du crime inadapté, présence de l'arme sur la victime. Pour le commissaire Badin et ses hommes, cette piste semble bien éloignée de la réalité. Encore une fois, même si c'est la mafia, pourquoi la tuer à cet endroit et avec un à la gueule, quoi? On n'a jamais vu la mafia s'y prendre de cette façon. Enfin, encore une fois, on revient sur les mêmes inconvénients. Alors, peut-être qu'ils étaient suffisamment malins et redoutablement pervers pour aller imaginer un truc comme ça. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à croire ça. Même l'hypothèse du mari ou de la femme adultère qui aurait été découvert par Laetitia semble bien fragile. Les personnes confondues n'ont jamais su que Laetitia les avait surveillées. Pourquoi, dès lors, l'une d'entre elles se serait retournée contre la belle italienne? De leur côté, les journaux continuent à titrer sur un crime d'ordre politique. La cagoule semble être l'organisation cible pour nombre de quotidiens. Il faut admettre que le Czar s'est rendu coupable, en cette seule année 1937, du meurtre de Navachine, mais aussi de celui des frères Rosselli, dont l'aîné, Carlo, était un opposant à Mussolini. Ils ont également à leur actif un certain nombre d'attentats. Mais si la piste qui mène à eux semble une impasse, comment expliquer que la presse veuille à ce point les mettre en avant? Alors pourquoi la cagoule? On a mis ça sur le dos de la cagoule parce qu'il y avait cette information qu'a filtrée, comme quoi le deuxième bureau leur est chargé d'infiltrer la cagoule, etc. Donc ils ont sauté à pieds joints là-dessus, parce que, non pas pour Laetitia, à ce moment-là, je pense que les hautes sphères s'en foutent complètement, ils la connaissent pas, elle les intéresse pas. Mais par contre, la cagoule, s'ils peuvent discréditer la cagoule, c'est tout bénéfice. Les journaux de l'époque, c'était la presse écrite. Les journaux de l'époque avaient tout intérêt à être bien avec le gouvernement. En place, les gouvernements qui sont succédés, parce que bon, maintenant, il y a des histoires de subventions, à l'époque, il n'y en avait pas. Les chaînes de télé sont subventionnées, les journaux aussi, on le sait. À l'époque, il n'y en avait pas, mais par contre, s'ils voulaient pouvoir travailler tranquillement, s'ils voulaient avoir des informations, travailler tranquillement, ils avaient tout intérêt à être bien. Donc, il y avait ce qu'ils appelaient les journalistes accrédités. Et s'ils voulaient maintenir son accréditation, les journalistes, il fallait qu'ils soient un petit peu à la botte. C'est pas un secret, ça a été vrai pour ça, ça a été vrai pour autre chose, et c'était l'occasion de discréditer un peu la cagoule. La focalisation des journaux serait donc d'ordre politique. Le Front populaire, arrivé au pouvoir en 1936 via les élections législatives, avait tout intérêt à discréditer les mouvements d'extrême droite. La victoire de la gauche a engendré d'importants mouvements sociaux. Pour maintenir sa crédibilité auprès d'une partie de la population, le gouvernement a besoin de détourner le regard sur des mouvements factieux. Et, pour peu qu'ils soient aussi violents que la cagoule, il devient facile de leur faire porter le chapeau. Dirigés sur des pistes peu exploitables, les enquêteurs sont obligés de reconnaître qu'ils n'ont pas de véritables suspects dans l'affaire du crime du métro.
Les mois, les années passent, l'enquête s'enlise, et l'on en vient à croire que le meurtre de Laetitia restera un mystère. Deux ans après le crime, l'enquête est toujours au point mort. La guerre survenant à l'automne stoppera net les investigations. Puis les esprits sont à la reconstruction de la France. On oublie l'affaire Toureau, se disant que ce crime restera une énigme, quand un aveu inattendu relance les investigations. Mars 1948. Le dossier Toureau est depuis longtemps rangé dans la case des affaires non élucidées. La presse et le grand public ont pratiquement oublié le crime. Depuis, il y a eu la guerre bien sûr, et l'heure est à présent à la reconstruction, au grand chantier auquel s'attelle le pays. Un homme toutefois ne semble pas avoir totalement enterré la belle italienne. Il s'agit de Lucien Helleux, un meurtrier interné dans un asile dans le nord de l'Alsace. Dans une lettre, il s'accuse du meurtre de Laetitia Toureau. Il donne peu de détails, mais les policiers jugent bon de l'entendre, puis d'organiser une reconstitution. Après tout, Lucien Helleux a parfaitement le profil du tueur. Peu de temps après la mort de la Valdôtaine, il a tué une femme, Jacqueline Dicta, qu'il ne connaissait absolument pas. L'arme de son crime n'était autre qu'un laïeul. Reconnu fou, il sera interné, mais s'évadera plusieurs fois. Durant l'une de ses cavales, en 1945, il tuera 3 autres personnes, toujours des femmes, dont 2 à l'aide d'un couteau. Lucien Helleux avait d'ailleurs fait partie de la liste des suspects au moment de l'affaire, avant que l'on écarte cette piste. L'affaire colle bien avec l'hypothèse du crime d'un fou. Le meurtrier de Laetitia a pris le risque de la tuer dans le métro et a laissé l'arme sur les lieux de son méfait. Un fou ne s'y serait pas pris autrement. Une reconstitution est organisée dans le métro. Et là, coup de théâtre. Voilà que le fou recouvre sa lucidité et tente de s'échapper. Un doute sérieux gagne l'esprit des enquêteurs. Et si cet homme n'avait tout simplement pas abusé de leur crédulité et mis au point ce plan machiavélique pour tenter de prendre la poudre d'escampette durant la reconstitution? Les dires de l'homme sur le meurtre de Laetitia sont vérifiés. Tous pouvaient largement être connus par Lucien Helleux à la lecture des journaux de l'époque. Le supposé fou est placé face à différentes contradictions dans ses déclarations. Il n'y apportera aucune solution crédible. Enfin, des vérifications plus poussées vont définitivement convaincre que l'aliéné n'est pas le meurtrier de Laetitia. Une fois encore, la piste fait long feu. On referme le dossier et, les années passant, la prescription vient mettre un point final aux investigations. On se résout à penser que jamais on ne connaîtra l'auteur du premier crime du métro parisien. Novembre 1962. L'affaire Toureau a disparu des piles de dossiers d'instruction. Elle est désormais prescrite. À la brigade criminelle de Paris, on pense à bien autre chose. Les attaques du FLN et de l'OAS mettent en branle les commissariats. À la tête du 36 quai des Orfèvres, le célèbre Max Fernet reçoit, un matin, une lettre bien énigmatique. Elle commence en ces termes. Monsieur le commissaire, je ne sais si cette lettre vous parviendra. Peut-être sera-t-elle jetée au panier avant, comme l'œuf d'un fou, et peut-être cela vaudrait-il mieux. Sans doute, vous vous souvenez de l'assassinat de Laetitia Toureau, qui a eu lieu porte de Charenton, dans le métro, le 16 mai 1937. Je suis l'assassin de Laetitia Toureau. Voilà que,
25 ans après le crime, un homme s'accuse d'en être l'auteur. Dans sa lettre, celui qui se décrit comme un médecin perpignanais explique avoir été un amant de Laetitia. Et conduit par la belle brune, il aurait tenté à plusieurs reprises de la reconquérir. Finalement, exaspéré de ne pouvoir parvenir à ses fins, il aurait décidé de se venger de la jeune veuve. Il raconte : ce soir du dimanche 16 mai 1937, il a suivi Laetitia après qu'elle a quitté le dancing de l'Ermitage. Il l'a vue emprunter le bus à l'arrêt de Maison-Alfort, la pistant en automobile. Puis, lorsqu'elle s'est engouffrée dans le métro, il a garé son auto et a marché sur ses pas, à une dizaine de mètres d'elle. Il a fait comme elle poinçonner un billet de métro qu'il possédait pour prendre la rame 382, juste derrière l'italienne. Il est entré dans le même wagon. Elle était seule, assise sur un siège côté gauche. Alors, il a empoigné le couteau Laïol qu'il gardait dans sa poche et lui a enfoncé dans le cou. Son forfait accompli, il s'est discrètement glissé dans le wagon précédent, celui de seconde classe. Personne, dans la rame ou sur le quai, n'a remarqué son manège. Lorsque le train est arrivé en gare de Porte Dorée, il est, comme les autres voyageurs, descendu pour constater la mort de Laetitia. Il raconte avoir été angoissé, ne pas savoir à ce moment-là si elle était morte et, surtout, avoir redouté que le policier présent ne prenne l'identité de tout le monde et ne procède à des interrogatoires parmi les passagers. Mais rien de tout cela n'eut lieu. Après une brève attente, les voyageurs ont tous été priés de circuler, le temps que les secours interviennent. Il en a bien sûr profité pour suivre le mouvement. Le commissaire Fernet, à la lecture de la lettre, est persuadé qu'il s'agit bien de l'homme que le 36 quai des Orfèvres a traqué durant 2 ans. Certains des détails donnés par le tueur n'avaient pas été publiés dans la presse et n'étaient connus que des enquêteurs. D'autres même ne pouvaient être sus que par le meurtrier. Max Fernet informe la presse et fait publier la lettre. La prescription pèse désormais sur l'affaire, mais il demeure possible pour le commissaire d'identifier ce médecin perpignanais. Cependant, il n'en fera rien. On a autre chose à faire, quoi. On est en pleine guerre d'Algérie. La police se dit qu'elle va réouvrir un dossier combien d'années après L'OS et les problèmes du FLN, la fin de la guerre d'Algérie en France, qui mobilisait la PJ en permanence parce que l'OS faisait péter des bombes à droite, à gauche. Donc ils avaient effectivement d'autres chats à fouetter. Vous emmerdez pas sur une vieille affaire, laissez tomber, voilà. Donc la chancellerie n'a pas voulu subir. Ainsi, ces aveux tardifs, bien que crédibles, resteront sans la moindre vérification. « 85 ans après les faits, le premier crime du métro parisien reste un mystère. La lettre du médecin perpignanais est-elle crédible? La cagoule, les renseignements français ou italiens, la mafia sont-ils impliqués? L'hypothèse d'un crime passionnel reste la plus plausible. Mais il demeure impossible de la vérifier, ni même d'écarter formellement les autres pistes. Le dossier est définitivement classé parmi les énigmes de l'histoire de la capitale française.